à tous, bienvenue en Oisan. Nous sommes à Livet-et-Gavet, commune incontournable si vous êtes grenoblois et que vous aimez aller skier en Oisan. Mais vous allez découvrir dans cette émission que Livet-et-Gavet peut être bien plus qu'un lieu de passage. Vous découvrirez le patrimoine historique, héritage de cette industrialisation. Puis nous verrons également les futurs projets dans la vallée. Enfin, nous partirons sur les hauteurs de la commune à la rencontre de Pierre Joria, un sculpteur inscrit sur la route des savoir-faire et qui ouvre les portes de son atelier. Mais tout de suite, découverte de la commune en images, suivie d'une petite visite au musée pour retracer 100 ans d'histoire industrielle. Alors le musée de la Romanche a été créé au moment du départ des industries de la vallée, à la demande du maire de l'époque, M. Abel Maurice, qui souhaitait garder sur le territoire de sa commune un souvenir de cette aventure industrielle qui a quand même duré plusieurs siècles puisque ça commence au Moyen-Âge. Mais le temps fort de l'industrialisation, c'est le 19e, début 20e siècle, avec notamment l'utilisation de l'énergie hydraulique de la Romanche, avec des papeteries d'abord, et puis après, bien sûr, tout ce qui est lié à l'électricité, l'hydroélectricité, sachant qu'à une certaine époque, au début, l'électricité ne circulait pas, donc il fallait l'utiliser sur place, ce qui explique l'industrialisation notamment des vallées alpines. Bienvenue au musée de la Romanche. Donc ici, vous êtes dans un musée dédié à l'industrialisation d'une vallée. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans notre musée ? Alors au premier étage, on va avoir une petite partie consacrée à la géologie, simplement pour pouvoir resituer les montagnes qui nous entourent. Ensuite, on va avoir un petit espace dédié à une exposition temporaire. Donc plusieurs expositions se sont déjà succédées. Le deuxième étage est entièrement consacré à l'industrialisation de cette vallée depuis le Moyen-Âge, on va dire jusqu'aux années 2000, date en fait des dernières destructions des usines. Le personnage le plus représentatif de cette industrialisation est Charles-Albert Keller, qui en 1901 est venu au premier congrès de la houille blanche qui s'est tenu dans les Alpes, avec Aristide Bergès, et qui a décidé, c'était un Alsacien, il a décidé de s'installer dans la vallée de la Romanche pour créer son usine. Et c'est un petit peu cette histoire, et puis toutes les usines qui se sont installées à la suite de ça, que retrace le musée de la Romanche. Anne Cailleul-Gérin m'a rejoint, vous êtes responsable au service culturel du Conseil général de l'Isère. Alors on vient de voir dans le reportage, la famille Keller a joué un rôle très important dans le développement de Livet-et-Gavet. Mais ce n'est pas la seule famille à avoir contribué, notamment ce n'est pas la seule industrie à avoir contribué au développement économique. Non, c'est vrai que c'est un lieu qui a attiré beaucoup d'initiatives, beaucoup d'industriels qui se sont penchés sur les alliages, sur la fonte, comme c'est le cas de Charles-Albert Keller et de sa famille, mais aussi sur la dimension aluminium et également sur le silicium, qui est la seule activité toujours vivante dans cette portion de la vallée avec l'usine Ferropem. On revient quand même à Charles-Albert, parce que c'est bien de lui dont il s'agit. Comment est-ce qu'il est arrivé à Livet-et-Gavet ? Il n'est pas originaire du tout d'ici. Non, pas du tout, mais comme beaucoup de gens qui vivent ou qui ont vécu dans cette vallée, en fait, c'est un personnage qui est arrivé par son métier, un ingénieur des arts et métiers qui a suivi l'épopée de la houille blanche, donc la recherche énergétique,
qui à ce titre a suivi un grand congrès qui s'est déroulé en 1902 dans notre secteur. Et à ce moment-là, parmi les visites de sites, parce que ça existait déjà à l'époque, il y a eu une visite du site de Livet qui était exploité, mais pas par lui. Et il s'est dit, là, c'est un bon endroit, je peux m'installer. Et il a créé un projet qui est venu s'implanter ici et qui a pris une importance notoire. Alors il avait notamment ses bureaux un petit peu plus bas, dans la maison sur pilotis, une maison qui est très connue des Grenoblois, notamment parce qu'elle a été exploitée dans les rivières pourpres. Tout à fait, mais qui est très connue, je crois, de tous ceux qui utilisent cette grande voie de circulation de Loisan. C'est une maison en fait qui est à la fois le logement du directeur, qui habitait en haut, qu'il a fait étendre sur ses pilotis avec un jardin d'hiver, avec son bureau et surtout avec la vue sur tous les ateliers, parce que de là, il contrôlait ce qui se passait. Si la fumée qui sortait des ateliers n'avait pas la bonne épaisseur et la bonne couleur au bon moment, il faisait partie de ces patrons qui avaient la main dans le cambouis, et donc il descendait et il allait à l'atelier remettre de l'ordre. Donc il y avait aussi une fonction en quelque sorte de surveillance. Et puis il logeait ses ingénieurs, sa maîtrise, à l'intérieur du bâtiment. Donc c'était à la fois la résidence patronale, une sorte d'immeuble collectif et un élément qui faisait partie du patrimoine industriel dans son ensemble. Alors ce Charles-Albert Keller, il a notamment fait construire l'usine des Vernes, avec une architecture tout à fait singulière qui aujourd'hui est classée monument historique. Oui, l'usine des Vernes, l'usine hydroélectrique, donc qui n'est destinée qu'à produire de l'électricité, est une usine qu'il a voulu sciemment, on le sait par les textes, être attractive sur le plan touristique, être un objet de visite de la part des non-dauphinois et puis des dauphinois aussi, et puis également être un lieu de repos, de plaisir, de plaisance pour les gens qui travaillaient dans son usine. Donc c'est une usine qui est construite avec à la fois des matériaux locaux, comme l'église qui est derrière nous, et du ciment moulé mis en œuvre pour raidir l'ensemble des structures et qui permet un certain nombre de décors. C'est aussi une des exceptionnelles usines hydroélectriques de la région et du monde, puisqu'elle a un grand escalier qui va être prochainement restauré et qui est littéralement digne de Versailles. Un autre bâtiment à voir ici à Livet-Égavé, c'est donc cette église, bâtiment religieux. Là encore, Charles-Albert Keller et sa famille ont participé en quelque sorte à cet édifice dans les vitraux. On se place dans un contexte qui est celui du paternalisme, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui s'occupent de l'ensemble de leur population ouvrière, mais aussi des activités des enfants, de leur éducation, et qui vont finalement toucher un peu à tout. Donc effectivement, la famille Keller participe à la mise en place de l'église et participe également à la création des vitraux. Qu'est-ce qu'on peut voir donc sur ces vitraux? Alors les vitraux qui sont représentés là, d'une part racontent l'histoire de Thérèse de Lisieux, d'autre part l'histoire de Pierre-Julien Aymar, donc deux saints de l'église catholique. Jusque-là, rien que de très normal dans une église. Sauf que dans la partie consacrée à Pierre-Julien Aymar, natif de Lamure, on voit représenter la famille Keller dans son entier, avec lui. On voit également la façon dont Pierre-Julien Aymar s'envole entouré de saints, de la Vierge, etc., mais sur un fond de centrale hydroélectrique, ce qui n'est pas vraiment un paysage courant. Et de l'autre côté, on voit Sainte-Thérèse de Lisieux qui déverse des pluies de roses sur la vallée et plus précisément sur le site où nous sommes, c'est-à-dire sur le village de Livet, dont les usines sont en plein fonctionnement, crachent de la fumée en quantité, parce qu'à l'époque, on est très fiers de cracher de la fumée pour montrer qu'on fonctionne. Et donc, il y a aussi un lien immédiat, une iconographie tout à fait propre à cette vallée. Alors, l'église, les usines, la famille Keller a vraiment laissé une empreinte très très forte dans cette vallée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ? Il en reste des bâtiments, vous venez de le souligner, des bâtiments, des éléments aussi qui peuvent se trouver aujourd'hui dans des bâtiments non destinés aux vivants, je pense au cimetière. Il en reste une mémoire très forte et puis il en reste des centrales qui appartiennent qui sont concédées à EDF depuis la nationalisation et dont un certain nombre vont être prochainement mutées, bougées et pour certaines détruites, pour d'autres on ne l'espère pas puisque de très belles centrales comme celle des Vernes sont protégées au titre des monuments historiques, mais qu'une centrale comme celle de Livet qui est au bord de la route, nouvelle route, la déviation, présente un intérêt majeur et n'attend qu'un porteur de projet pour pouvoir devenir un des patrimoines qui seront l'illustration de la très intéressante histoire de cette vallée. Merci beaucoup Anne Cailleul-Gérin pour toutes ces précisions historiques. Et puis vous l'avez soulevé, des usines vont être rasées pour accueillir un nouveau projet mené par EDF, un projet de centrale enterrée. Les travaux ont commencé au printemps dernier. Nicolas Troin était sur place. Vous passez peut-être devant sans le savoir, l'usine hydroélectrique des Vernes est en fonction depuis 1918.
Classée monument historique depuis le milieu des années 90, elle va échapper au démantèlement des 6 stations sur la Romanche exploitées par EDF entre Livet et Gavet. La vallée de la Romanche est pionnière en fait dans l'hydroélectricité, donc c'est début du XXe siècle, à partir de 1900. Charles Albert Keller, donc l'industriel de l'époque, ingénieur, a voulu en fait donner un embellissement à la vallée de la Romanche et donc ne pas donner ce regard architecture industrielle pour son personnel, c'est les habitants de la vallée, les touristes. Clin d'œil de l'histoire, un siècle plus tard, la vallée va accueillir le plus important projet d'usine enterrée de France. Les 26 turbines en fonction au fil de l'eau vont être remplacées par seulement 2. La politique du projet est d'optimiser le potentiel énergétique de la rivière. Par rapport à la production actuelle de ces 6 centrales, l'augmentation de production, c'est 155 millions de kilowattheures. C'est-à-dire l'équivalent d'une ville de 60 000 habitants en consommation. On construit pour une centaine d'années, c'est-à-dire que nos ouvrages sont construits pour durer. Des travaux préliminaires de voirie sont en cours d'exécution pour accéder à la rive gauche. Les 2 ponts en construction devraient être livrés avant début 2012 et le forage des galeries souterraines. La topographie des lieux oblige une sécurisation des falaises le long des 13 km de chantier. Le site de Gavet, le site d'Éponant, le site de Livet, et chacun de ces 3 sites se trouve sous des falaises. Et c'est évident qu'on ne peut pas engager des travaux importants et engager du personnel sous ces secteurs-là sans être sûr qu'il n'y aura pas de rocher qui tombera. La pose des filets, la sécurisation des falaises doit se terminer fin août, début septembre. En suivant la départementale 1091, vous pouvez apercevoir des casques jaunes au-dessus de Gavet. Ils travaillent perchés sur des falaises entre 50 et 200 mètres de haut. Les cordistes doivent avant tout assurer leur propre sécurité avant d'accomplir leur mission. La chose la plus dure à gérer, la plus longue, c'était de mettre en place des systèmes de sécurité, donc des mains courantes, des filets de protection collective, afin d'assurer au moins l'arrêt des chutes de pierre pour les personnes qui travaillent à l'aval. Entre les travaux préliminaires, la construction des galeries, de l'usine et l'aménagement des accès, le chantier va s'étaler jusqu'en 2017. 6 des 5 usines du secteur seront démantelées pour laisser place à la navigation et le retour à des activités sportives. Nous sommes sur les bords de la Romanche, un fleuve d'une dizaine de kilomètres entre Livet et Gavet. Je suis avec Florent Beau, vous êtes le responsable du projet EDF de la centrale enterrée. La Romanche a un fort potentiel énergétique, c'est-à-dire c'est quoi un fleuve avec un fort potentiel énergétique? Depuis longtemps, le potentiel énergétique de la Romanche est reconnu. Depuis des siècles, j'allais dire, il y a déjà des moulins qui exploitaient la force motrice de la Romanche. Et depuis la fin du 19e siècle, l'homme exploite la force motrice de la Romanche pour faire de l'hydroélectricité. Alors c'est quoi la force? C'est beaucoup d'eau avec une forte dénivelée, donc une forte hauteur de chute dans notre langage. Donc 6 centrales hydrauliques sur la Romanche. Là, vous avez un nouveau projet qui consiste en fait à finalement supprimer ces anciennes usines pour créer une nouvelle centrale enterrée. On construit une nouvelle centrale qui va remplacer les 6 centrales existantes. Et donc la centrale, elle va fonctionner de la façon suivante. La Romanche qui est dessinée au milieu, donc elle s'écoule de la droite vers la gauche. En haut, on a Bourdoisan et en bas, on va vers Visil. Et donc, on va construire un nouveau barrage sur la partie amont de la Romanche et de la commune. Et ensuite, on va creuser une galerie dans le massif de Beldonne qui va faire 9,3 km de long sur un diamètre de 4,70 m. Cette galerie va permettre d'amener l'eau captée par le barrage au niveau de la centrale. En fait, ce sont 2 cavernes qui vont être construites et également creusées dans la roche, dans la montagne. Est-ce qu'il y a un impact sur la qualité de l'eau ou sur l'environnement, soit positif ou négatif? Alors, sur la qualité de l'eau, il n'y a pas d'impact. La production d'hydroélectricité ne modifie pas l'eau. On prend l'eau à un endroit, on la rejette un peu plus bas. On en a extrait l'énergie qu'on a transformée en électricité, mais on n'a absolument pas modifié l'eau. Vous avez commencé les travaux donc au printemps 2011? Oui, alors on a fait les travaux préliminaires durant l'année 2011. Mais ça fait 20 ans que vous travaillez sur Alors oui, ça fait bien 20 ans que ce projet a été étudié, alors sous d'autres formes au départ, et puis il a évolué, on l'a adapté en permanence au contexte, à la vallée, à la demande. Et donc, c'est pour ça qu'il a cette forme actuellement. Pour réaliser les travaux préliminaires, qu'on a commencé même en 2010, il y a 2 volets principaux. La sécurisation des falaises, que l'on voit là derrière nous. On a sécurisé les zones
les futures zones de chantier pour pouvoir y engager du personnel, des travaux. Le deuxième volet, c'est des accès. Donc on a commencé les accès en 2011. Ça consistait notamment à construire 2 ponts sur la Romanche pour franchir et pour accéder en rive droite. Et pour ce chantier-là, on a construit un bâtiment qu'on appelle la Maison Romanche Énergie, qui a 2 fonctions. La première, c'est d'accueillir, d'héberger notre équipe. Et une deuxième fonction qui vise à accueillir du public dans certaines circonstances pour les informer, pour échanger avec eux, pour aussi recueillir leurs questions, leurs demandes et essayer d'y répondre. La fin du chantier qui est prévue donc pour 2017. Et oui, donc en 2017, on va mettre en service cette nouvelle centrale et donc on va produire nos premiers kilowattheures, on l'espère bien, en tout cas tout est prévu pour ça. Donc c'est une longue aventure, hein, ça va durer 5 ans et elle ne sera pas terminée. Parce qu'après, quand on aura mis en service cette nouvelle centrale, on va arrêter les centrales existantes et on va procéder à leur déconstruction et à la valorisation certainement des aspects patrimoniaux qui vont être conservés. Merci beaucoup Florent Beau. Et puis vous restez avec nous, on va lancer le 3e reportage. Vous allez voir que vous n'êtes pas les seuls en travaux. Au sommet, dans les sommets de Loisan, il y a une station qui est en train de dresser un télésiège. Reportage à Auris. Le bel été indien tombe à pic pour la station d'Auris en Oisan. Sous le soleil, les ouvriers terminent la gare d'arrivée du télésiège de Fontfroide. Le nouveau débrayable remplacera le télésiège 4 places et les 2 téléskis qui remontaient les skieurs au sommet de la montagne de l'Homme. Malheureusement, le débit de ces 3 installations n'était pas suffisant pour amener les skieurs sur la montagne du Signal de l'Homme. Donc on a décidé de remplacer ces vieilles installations par un télésiège débrayable 6 places, quelque chose de beaucoup plus moderne et de plus rapide. Plus rapide car il permettra de transporter 2700 clients par heure, soit 700 personnes supplémentaires. Autre avantage, cette installation nécessite le soutien de 10 pylônes contre 40 précédemment. Enfin, à l'arrivée du télésiège, à plus de 2000 mètres d'altitude, une nouvelle piste bleue sera accessible aux skieurs afin de rejoindre Auris ou l'Alpe d'Huez. D'importants travaux ont commencé en juillet, le chantier s'élève à 5 500 000 €. C'est un emprunt qui est fait par la commune d'Auris avec un remboursement des annuités par la SATA, c'est-à-dire la Société d'exploitation des remontées mécaniques de l'Alpe d'Huez, qui gère effectivement au niveau des remontées mécaniques Alpe d'Huez, Auris et je dirais le grand domaine, c'est-à-dire le grand domaine, c'est toutes les stations des ronces. L'installation sera amortie dans 20 ans. L'investissement est conséquent mais nécessaire pour faire face à la concurrence et garder des sites touristiques compétitifs. Sur l'ensemble du grand domaine qui regroupe 7 stations en Oisan, la SATA a investi 10 millions d'euros en 2011. C'est une course concurrentielle dans laquelle on est lancé. L'aménagement doit être de toute façon là parce que si on s'endort, la clientèle va nous le faire sentir rapidement. Donc on a des programmes d'investissement, des business plans sur 5 ans, sur 10 ans. Et c'est des choses qu'on a tracées sur l'ensemble du domaine skiable pour positionner l'outil qui nous sert à vendre le produit ski, toujours le mieux placé. Le débrayable vient clore un chapitre de rénovation lancé en 2006 sur la station d'Auris en Oisan. Le domaine skiable familial offre une vingtaine de pistes. Prochain projet, l'accueil de la clientèle. Parallèlement au développement du domaine skiable, on doit aussi développer la station. Et sur Auris, nous avons 2 projets assez importants. Un premier projet avec une trentaine d'appartements et un office de tourisme qui sera situé donc à proximité du front de neige. Et un second projet qui est une résidence de tourisme et qui devrait voir le jour dans les années à venir. En attendant ces nouveaux chantiers, la station accueille les skieurs du 17 décembre au 22 avril. Comptez 25 € pour un forfait adulte journée sur Auris et 43 € pour accéder au grand domaine. Et nous sommes donc chez Pierre Joria, sculpteur de Livet-et-Gavet. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Voilà, c'est un petit amour, vous voyez, qui est en bas-relief. C'est une toute petite sculpture. C'est juste pour s'entraîner. Déjà, voilà, c'est pour faire des essais. Parce que vous êtes inscrit sur la route des savoir-faire. Voilà, je suis inscrit sur la route des savoir-faire de Loisan, Oisan Tourisme. Et Vous recevez des visiteurs. Je reçois des visiteurs et je me déplace surtout dans l'Oisan, chez les municipalités, les associations, les offices de tourisme. Ils me reçoivent où je vais faire des animations. Et qu'est-ce que vous leur faites faire alors? Alors, voilà.
Les enfants, je leur fais faire des petits sujets comme ça. C'est des montages que les enfants construisent eux-mêmes, à leur guise, parce qu'il y a des trous dans tous les sens. C'est assez facile, c'est assez ludique. Voilà, et ils les emmènent à la maison, une fois fini. Ça, c'est pour les enfants. Pour les adultes, on fait des petits bas-reliefs comme ceci. Alors, voilà. par exemple, moi aussi, je vais essayer. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Qu'est-ce que vous leur faites faire Alors, pour faire des essais, vous pouvez essayer. Tenez, vous allez prendre, voilà, si vous êtes droitière, vous mettez dans l'autre sens. Voilà. Et alors après, je fais comment? Et alors, vous mettez l'angle, voilà, ici. Vous appuyez avec votre main, voilà, comme ça, et vous appuyez, voilà. Voilà, vous allez soulever un joli copeau. Voilà, il est superbe. Il est superbe. Voilà, ouais, voilà. Regardez. Vous voyez que c'est facile. Ça, c'est un bois qui se travaille très bien. C'est le bois que vous travaillez. Vous voyez que c'est plus facile qu'on le pense. Et qu'est-ce que vous réalisez comme sculpture, alors, vous? Alors, ce que je réalise, moi, personnellement, c'est là. Vous voyez, vous avez un petit panel de ce que je fais. C'est-à-dire du figuratif, comme la blague qui est là, que je viens de finir à l'instant même. Ce matin. Combien de temps vous mettez pour faire une sculpture comme ça? Entre 60 et 80 heures. Ah oui, quand même. En moyenne. Ça fait du boulot. Ça fait beaucoup de travail, ouais. Vous êtes à la retraite? Heureusement. Et les visiteurs peuvent venir vous voir sans rendez-vous Les visiteurs, ils m'appellent. Si, avec rendez-vous, parce que je ne suis pas toujours là. Donc Pierre, vous sculptez le bois, vous, ici. Oui, le bois et le plâtre, oui. Il y a une autre personne à Bourdoisan qui, elle, sculpte le bois, mais pour en faire des instruments. C'est une luthière et on va aller tout de suite à sa rencontre. Avant la douce mélodie du violon, place à la symphonie des outils. En maître d'orchestre Christelle, installée à Bourdoisan depuis 2007, la luthière fabrique violon, alto-violoncelle et contrebasse. Là, c'est un alto, enfin un futur alto. En fait, j'ai déjà fait la voûte extérieure. Voilà, vous voyez, il y a déjà une voûte extérieure. Et maintenant, par l'ébauchage du fond, je vais faire les épaisseurs. À la fin, il doit me rester 2 mm 5, 2 mm 8 par endroit, ça dépend, c'est pas forcément homogène. La création d'un instrument peut prendre plusieurs semaines. Christelle travaille le bois à partir de planches d'érable ondées et d'épicéa. Musicienne de formation, ses gestes sont ceux d'un artisan, mais la mélomane n'est jamais très loin. Il faut savoir mettre en relation le fantasme qu'on a du son et la réalité pratique de ce son, quoi. Ça, moi, c'est ce qui me passionne le plus dans la lutherie. Mais j'aime aussi le côté de l'outil, de faire toujours la même chose. Enfin, toujours la même chose. C'est-à-dire de la coupe, la taille, le gratter, frotter, tout ça, j'aime ça. Mais j'aime ça parce que c'est au service d'un projet autre. Une fois achevé, la luthière teste l'instrument avant de le proposer à des professionnels. La clientèle est exigeante, les musiciens veulent des sons à la fois inventifs mais parfaitement académiques. C'est un outil qui doit satisfaire un instrumentiste qui est habitué à avoir un manche qui fait une certaine taille, une certaine largeur, qui a tel type même de son. Il faut que ça ressemble. Un violon, ça doit ressembler. Le son d'un violon, ça doit ressembler au son d'un autre violon. Une exigence s'expliquait par le fait que les instruments de la famille du quatuor se vendent très cher, jusqu'à 10 000 € pour une contrebasse. Pourtant, cela ne suffit pas toujours pour en vivre. Christelle pratique ce métier depuis près de 20 ans. Elle essaie de se faire une place sur le marché grâce aux bouches à oreille et restaure des instruments pour arrondir les fins de mois. Dans son atelier au cœur de Bourdoisan, peu d'artistes se déplacent. C'est elle qui va chercher ses clients à Grenoble, à Lyon ou encore en Italie. Si tout tombait tout cru, je crois qu'on n'avancerait pas. Là, il y a des fois des coups de boost parce que sinon c'est la misère, quoi. Sinon c'est trop dur, sinon il faut plier boutique. Donc il y a des fois, pour avancer, il faut mettre un grand coup de boulot ou un grand coup de voiture pour aller rencontrer des gens ailleurs, vendre ailleurs, voilà, quoi. Si c'était trop facile, je crois qu'on n'avancerait jamais. Pour faire partager sa passion et découvrir l'ambiance de son atelier, Christelle propose des visites sur rendez-vous. Elle fait partie des artisans inscrits sur la route des savoir-faire de l'Oison. C'est la fin de cette émission tournée à Livet et Gavet. On se quitte avec une dernière curiosité, la tête de Louis XVI, le rocher que vous voyez derrière, tombé directement après son exécution.
J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, qu'on a réussi à vous faire changer d'avis sur la commune avec ce beau soleil, avec des activités touristiques qui viendront dans les années futures. Peut-être que vous viendrez passer vos prochaines vacances à Livet et Gavet. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit au mois prochain à Almont.